Au tribunal aujourd'hui, vêtu d'une combinaison de prison, l'homme accusé du meurtre brutal de sa propre mère dans leur maison de 1,9 million de dollars située dans une ville huppée du Connecticut. Sébastien von Stockholm pourrait passer le reste de sa vie dans un cadre bien différent des paysages pittoresques de New Canaan dans le Connecticut. Selon les accusations, il aurait fait l'impensable à une personne qu'il a toujours soutenue. Les détails de cette histoire sont difficiles à comprendre. Je vais aussi vous révéler ce qu'il a dit aux opérateurs du 911, vous montrer un profil en ligne étrange qu'il aurait créé et ce que cela révèle sur ce qui se passe dans sa tête et sa vie. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Un homme de 20 ans du Connecticut a crié « Maman » lorsque la police l'a trouvé chez lui. Quand ils sont intervenus après qu'il les a appelés, disant qu'il avait tué sa mère avec un marteau. Voici maintenant l'homme qui, selon la police, les a appelés en disant qu'il aurait tué sa propre mère. Il s'appelle Sébastien von Stockholm. Il a 20 ans et il vivait avec sa mère dans une maison de près de 2 millions de dollars à New Canaan, dans le Connecticut. New Canaan, c'est un quartier huppé de l'État du Connecticut avec beaucoup de résidents aisés et très peu de criminalité. Comme vous l'imaginez, cette histoire bouleverse de nombreux membres de la communauté. Avant d'aborder ce que von Stockholm aurait dit aux opérateurs et à la police lors de la nuit des faits, ainsi que son comportement au tribunal aujourd'hui, je souhaite d'abord vous expliquer ce que nous savons sur lui et sur sa mère présumée victime. Sébastien von Stockholm vivait avec sa mère, Laura Williams. Elle avait 55 ans. Elle a grandi en Virginie puis s'est installée dans le Connecticut. Son frère a confié à Hearst Connecticut Media qu'elle vendait des antiquités haut de gamme à domicile. Et son frère a également dit qu'il la décrirait comme quelqu'un de déterminé. Son frère dit aussi qu'elle est sortie avec un célèbre restaurateur nommé Dirk von Stockholm, qui est le père de Sébastien, mais qu'ils ne se sont jamais mariés. Sébastien von Stockholm et sa mère, Laura Williams, ne semblent pas avoir de casier judiciaire. Et c'est ce qui rend des histoires comme celle-ci si difficiles à comprendre. Concernant leur fils, le suspect Sébastien von Stockholm, nous cherchons toujours plus d'informations sur lui. Il ne semblait pas avoir une grande présence sur les réseaux sociaux, à l'exception d'un site web qui nous a donné un petit aperçu de son esprit. Potentiellement, regardez ceci. Nous avons trouvé un profil en ligne pour Sébastien. C'est sur un site web appelé Roomies. Imaginez Tinder ou Bumble, mais pour ceux qui cherchent un colocataire. Et voici le profil présumé de von Stockholm, où il indique qu'il travaille comme serveur. Il y a aussi un espace où quelqu'un peut écrire quelques mots sur lui-même. Mais voici ce que Sébastien aurait écrit. Il est écrit « Salut, c'est Seb. Je ne sais pas qui d'autre irait à l'école avec 4 Sébastien ou croiserait des gens ayant donné mon prénom à leurs enfants. Je réussis avec les prénoms masculins courants. Qui refuserait à des parents d'appeler leur enfant Sébastien ?» Il poursuit en disant que c'est un gars ordinaire de grande taille, qui reconsidère l'université. Il ajoute ensuite, moi je cite, « Je suis un joueur, même si pas autant que j'essaie de le faire croire aux gens. Il peut être un peu difficile de poser la manette et de faire une pause quand on est plongé dans un jeu. Nous sommes tous passés par là. Il suffit de mieux gérer cette habitude en vérifiant l'heure. » Il ajoute qu'il aime les romans graphiques. Il dit aussi, je cite, « J'ai coché la case cannabis friendly, mais après avoir longuement réfléchi à l'idée d'y aller doucement et de réduire la consommation. Si on disait au petit mois d'arrêter, il le prendrait bien. Mais maintenant, je me rends compte que ça m'a mis dans des dettes financières à cause de dépenses que personne ne sait que personne de raisonnable ne ferait, comme pour le jeu vidéo, et ça doit être surveillé. » Il conclut, et c'est important, car j'en discuterai bientôt avec un expert, qui dit que c'était une partie profonde de cela. En essayant de comprendre potentiellement qui est Sébastien von Stockholm, il conclut en disant, je cite, « Je n'ai pas passé en revue toutes les bases. Je ne voulais pas que ça s'étende sur des pages, puis des chapitres transformés en longs paragraphes, mais en un seul livre dont je sais qu'il ne se vendra à 0 exemplaire. Mais j'en ai fini de vous retenir ici, vous pouvez partir. » Fin de citation. Encore une fois, il s'agit ici de la description de quelqu'un qui cherche à partager un logement en tant que colocataire. Et il donne une description vraiment longue. Cela continue simplement sur certains des problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Maintenant, l'oncle de Sébastien a dit au Stanford Advocate que Williams et son fils se disputaient au sujet de ce que Sébastien devrait faire de sa vie. Mais il dit aussi que Laura Williams, la victime dans cette histoire, la mère de Sébastien von Stockholm, qu'elle a tout fait pour soutenir son fils dans tout ce qu'il faisait dans la vie. Avec tout ce soutien, la suite reste difficile à comprendre. C'est justement le cœur de notre sujet aujourd'hui.
Selon les dossiers de police obtenus par Law and Crime, la police a été appelée dans une maison à New Canaan le 24 octobre. C'était tard dans la nuit, avant minuit, et la police dit qu'un passant avait signalé avoir entendu une voix crier « Maman ». À leur arrivée, la police a trouvé Williams mort dans l'allée. La police déclare avoir observé, je cite, un traumatisme contondant sur le côté gauche de sa tête, un crâne fracturé et une mare de sang à côté de la tête. Il y avait un marteau couvert de sang près de sa tête. La police dit s'être approchée de la maison et avoir vu Sébastien à l'intérieur, au téléphone, assis par terre. Quand la police a ouvert la porte, ils ont vu que le téléphone était connecté au 911. Sébastien a été menotté et emmené en voiture de police. Un officier écrit maintenant: lorsqu'il a ordonné une fouille, Sébastien a déclaré: elle est morte. La police rapporte qu'à la question de son implication, Sébastien a répondu: à quoi ça ressemble? Puis il a ajouté, je cite, c'est moi qui l'ai fait. La police précise que ces propos ont été tenus après la lecture de ses droits Miranda. Sébastien aurait alors déclaré: j'ai pris la vie de ma mère, puis a ajouté: j'ai essayé d'utiliser un couteau, j'ai essayé d'utiliser un marteau et j'ai utilisé mes poings. Il a ensuite ajouté, je cite, elle ne se réveillera pas. La police rapporte que Von Stockham, monté à l'arrière d'une voiture, est devenu émotif et s'est effondré en déclarant: j'ai été un problème depuis ma naissance. Je n'ai pas le temps de me soulager de la pression. Je veux toute la pression, je veux être écrasé. Il a aussi dit aux ambulanciers qu'il examinait cette citation: je mérite de souffrir. La police a trouvé Laura Williams dans l'allée, mais ils ont aussi découvert ce qu'ils ont appelé une scène de crime à l'intérieur de la maison. Bonjour, Votre Honneur. Monsieur von Stockham a déposé une demande pour bénéficier des services d'un avocat commis d'office. Aujourd'hui, Sébastien von Stockham a comparu brièvement, environ 5 minutes, devant le tribunal du Connecticut. Le suspect est resté impassible, gardant la tête baissée pendant que son avocat s'adressait au juge. Vous le voyez là, grand, en combinaison orange de prison. L'avocat a indiqué que von Stockham peut avoir un avocat commis d'office. La prochaine audience, une audience de cause probable, aura lieu le 2 janvier. New Canaan est un lieu où l'on ne voit habituellement pas de telles histoires ou crimes. Un ex-camarade a confié à TMZ que Sébastien von Stockham avait bien suivi un cours de criminalistique au lycée. Cela comprenait l'analyse des projections de sang et la reconstitution de fausses scènes de crime comme s'ils enquêtaient sur un meurtre. Ce camarade a aussi confié à TMZ que von Stockham était réputé pour sa maladresse sociale. Von Stockham a d'abord une caution de 2 millions de dollars. Il est toujours détenu dans le Connecticut en attendant l'audience du 2 janvier. Rejoignez-nous pour discuter de ce sujet et des perspectives avec l'assistante sociale clinicienne experte en traumatologie Sherry Botwin. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Je sais que c'est vraiment une affaire triste, traumatisante à bien des égards. En parcourant ce rapport de police, je veux dire, le suspect, Sébastien von Stockham, semble faire énormément de déclarations. Je veux dire, il admet clairement qu'il a fait ça, il explique aux policiers ce qui s'est passé. En tant qu'expert dans ce domaine, qu'est-ce que vous voyez quand vous lisez un rapport de police et tout ce qu'il a dit? Quand je vois ce qu'il dit et la façon dont il admet sa culpabilité, il y a clairement un certain niveau de conscience. Mais je ressens aussi qu'il est complètement sous le choc, presque comme s'il venait de se réveiller d'un mauvais cauchemar. Quand je lis ses déclarations, je me demande, était-il vraiment présent et éveillé? Ou bien est-ce l'une de ces situations où, après que le crime a été commis, il se rend compte de ce qu'il vient de faire? Que se passe-t-il maintenant puisque vous avez ces déclarations? Comment déterminez-vous si à ce moment-là, il a eu un épisode ou si c'était quelque chose que vous savez? De toute évidence, il savait ce qu'il faisait quand il l'a fait. C'est là que nous aurions vraiment besoin qu'il passe une évaluation psychologique et psychiatrique complète. J'ai tellement de questions en lisant cette histoire sur ce qui se passait dans la tête de ce gars. Quelle est son histoire? Quelle était sa relation avec sa mère? Y a-t-il un quelconque antécédent dans la famille? D'autres membres de la famille ont-elles pas déjà été diagnostiqués avec des troubles comme la schizophrénie? Différents types de troubles de santé mentale qui, s'ils ne sont pas traités, pourraient entraîner de telles conséquences horribles. D'un côté, O'Reilly fait ses déclarations où il parle d'utiliser un marteau. C'est difficile d'y penser. Il dit: je l'ai fait, elle est morte. Il fait ce genre de déclaration. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'il a dit quelque chose comme: j'ai été un échec depuis le début. La pression est en train de me briser. Quand il s'agit de déterminer si quelqu'un peut invoquer
un problème de santé mentale comme cause de son acte plutôt qu'une autre raison? Comment le fait de faire ce genre de déclaration sur son passé et peut-être sa déception dans la vie, comment cela pourrait-il influencer sa défense? Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que s'il veut plaider la folie, il devra prouver au tribunal qu'il n'avait aucune capacité, aucune compréhension de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait, le fait qu'il ait clairement des problèmes de santé mentale. Et encore une fois, je ne l'ai jamais rencontré. Mais quand il parle de ce sentiment d'échec, on dirait que c'est quelqu'un qui a une si faible estime de soi et une si faible confiance en lui. Il est clairement possible que ce soit quelqu'un qui ait une multitude de problèmes de santé mentale. Était-il fou lorsqu'il a commis le crime? C'est difficile à dire parce qu'une des questions que je me posais, lorsqu'il commence à s'en prendre à sa mère et qu'il voit qu'il lui fait du mal, ne voit-il pas si elle crie de douleur ou s'il y a du sang partout dans la pièce? Ne voit-il vraiment pas cela? Ou bien y a-t-il quelque chose dans son cerveau qui lui dit de continuer ce qu'il fait? Il se réveille soudain comme après un cauchemar et réalise ce qu'il a fait. Il existe donc tellement de types de problèmes de santé mentale différents qui peuvent amener quelqu'un à adopter ce genre de comportement. Ce que nous devons découvrir, c'est quels sont ces véritables troubles de santé mentale. Quel est son diagnostic? A-t-il un quelconque antécédent de violence? De toute évidence, d'après ce que nous lisons, il n'y a pas d'antécédent, mais cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas. On a l'impression qu'il s'agit d'une personne qui s'est perdue dans la foule, quelqu'un qui montrait peut-être des signes avant-coureurs d'un trouble grave de la santé mentale. Mais comme nous n'avons aucune trace de cela, personne n'est jamais intervenu. La seule façon de découvrir tout cela, c'est qu'il passe des tests vraiment approfondis avec un psychiatre très compétent qui pourra rechercher différents traits. Cela nous aiderait à comprendre s'il était vraiment fou ou s'il s'agit simplement d'un homme très perturbé avec d'autres problèmes de santé mentale. Quand il s'agit, par exemple, d'une défense pour folie, et disons qu'on lui diagnostique un certain trouble, où il y a eu des exemples de violence, et nous ne savons pas cela. Mais est-ce suffisant pour la défense pour folie? Ou faut-il des preuves spécifiques montrant qu'à ce moment-là, il était fou, plutôt que de dire qu'il a lutté avec ses problèmes pendant des années? Et peut-être qu'il y a quelques anecdotes en cours de route. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie en fait de pouvoir, dans ce qui sera une affaire de meurtre, si ce procès pour meurtre, si cela va jusque-là, qu'est-ce qu'il faudrait réellement prouver pour qu'il puisse bénéficier de cette défense? D'après ce que je comprends, il faudrait prouver qu'au moment où il a commis cet acte horrible, il était vraiment fou. Ça va être difficile et j'imagine que son équipe de défense va vouloir poursuivre cette piste. Mais même s'il avait des délires, des hallucinations, même s'il est diagnostiqué avec quelque chose qui implique une psychose dans le diagnostic, pour qu'il puisse plaider coupable ou non coupable pour cause de folie, il faudrait prouver qu'au moment même où il a commis le crime contre sa mère, il était fou à ces instants précis. Je suis sûr que l'accusation et la défense, j'ai l'impression que dans beaucoup de procès, on voit l'accusation fera venir un expert pour appuyer ses théories, la défense en trouvera un autre pour les siennes. Quand il s'agit de diagnostiquer quelqu'un, examiner ses déclarations, les analyser et voir s'il a réellement un problème de santé mentale crédible qui peut être utilisé devant le tribunal. Qui est la personne qui décide de cela? Ce sera un psychiatre vraiment compétent, mais encore une fois, gardez à l'esprit que ce n'est pas seulement le psychiatre, ce sont aussi les tests qui seront effectués, c'est cela qui va nous aider à trouver la réponse. Donc, lorsque vous travaillez peut-être avec un psychiatre légiste ou quelqu'un qui est vraiment compétent pour travailler avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale graves comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, il saura quelles questions poser, quels tests lui faire passer afin de vraiment déterminer s'il s'agit d'un cas d'aliénation mentale ou simplement d'une personne qui ne va pas bien. Il sera donc très important que les procureurs et l'équipe de la défense fassent vraiment attention à la personne qui va faire l'évaluation. Ce n'est jamais une seule personne qui donne son avis. C'est l'information que nous obtenons de la part de l'accusé ainsi que les compétences d'un psychiatre qui nous aident à parvenir à une conclusion.
Même si quelqu'un ne va pas bien, disons qu'il savait ce qu'il faisait alors. Mais clairement, enfin, pour faire quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a affronté une difficulté dans sa vie qui l'a malheureusement conduit à ôter la vie de sa mère. Mais comment le fait qu'il n'aille pas bien et qu'il ait ses problèmes pourrait-il quand même jouer en sa faveur pour sa défense? Comment as-tu vu, par exemple, que ce soit en faisant venir un expert qui peut parler de ses difficultés, comment cela pourrait potentiellement jouer en sa faveur s'il devait faire face à un jury et qu'il prenne une décision, que cela puisse au moins être un élément en sa faveur? Je pense que l'État aura tellement de preuves dans cette affaire contre lui qu'il l'a fait. Je veux dire, c'est une affaire où, s'il n'est pas déclaré fou, il va être accusé de meurtre. Là où cela entre en jeu, c'est lorsque nous sommes dans la phase de condamnation et que le juge ou le jury, selon l'État, doit décider du niveau de la peine. Les circonstances atténuantes, les choses que le juge imposera s'il est envoyé en prison, le jury aura, j'imagine, de l'empathie ou de la sympathie pour lui s'il découvre que, oui, il remplit vraiment les critères pour une dépression majeure ou un trouble de la personnalité antisociale, ces différentes choses. Mais s'ils ne peuvent pas le déclarer fou, il sera condamné à la prison. Il s'agit de savoir dans quelle mesure le juge comprend les problèmes de santé mentale dans cette affaire ou, pour un jury, s'il peut influencer la sévérité de la peine. Ce sont tous des facteurs qui, selon moi, détermineront la durée de la peine de prison, la sévérité de la condamnation. Mais Chris, c'est une de ces situations où il semble déjà trop tard. Il a commis le crime, sa mère n'est plus là. Nous allons également devoir entendre certains autres membres de la famille, où j'imagine que cela fera partie de l'affaire pour en savoir plus sur l'histoire de Sébastien et ce qui est intervenu avant que le crime ne soit commis. Et je sais qu'il n'a pas de casier judiciaire. Il n'a que 20 ans, il vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. New Canaan, dans le Connecticut, est une très belle ville. Il n'y a pas beaucoup de criminalité, donc c'est un endroit très choquant pour que tout cela se produise. À quel point est-il courant qu'une personne qui a peut-être des difficultés avec un problème non diagnostiqué? Et nous ne savons pas grand-chose sur ses antécédents, sur sa santé mentale à ce stade. Mais encore une fois, pas de casier judiciaire. À notre connaissance, rien n'indique qu'il y ait eu des problèmes dans le passé, à part le fait qu'il était simplement maladroit socialement au lycée, ce qui pourrait décrire beaucoup d'adolescents au lycée. Je veux dire, à quel point est-il courant que quelqu'un puisse passer du fait de n'avoir jamais eu affaire aux forces de l'ordre à se retrouver soudainement dans une situation comme celle-ci, où il est accusé d'un crime aussi horrible contre la personne avec qui il vivait, qui était sa propre mère, Madeleine? Je veux dire, encore une fois, c'est à ce moment-là que je pense à certaines histoires de violences armées, d'adolescents qui entrent dans des écoles et tirent sur des enfants, d'adolescents qui commettent des crimes contre leurs propres parents. Je ne connais pas les statistiques, je ne peux pas vous dire à quelle fréquence cela se produit, mais je peux vous dire ceci. Lorsqu'on a un adolescent ou un jeune adulte qui souffre de n'importe quel type de problème de santé mentale et qu'il y a la moindre forme de pulsion suicidaire ou homicide et que personne ne le sait, c'est le risque que nous prenons, c'est le résultat. Et ce sont le genre d'histoires qui, j'espère, vont réveiller les communautés et vraiment rappeler aux gens que les problèmes de santé mentale ne sont pas quelque chose que l'on peut voir. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a jamais eu de problème avec la justice ou n'a aucun antécédent de thérapie, de tentative de suicide ou de crime que cela signifie que chaque personne qui vit dans cette rue, dans ce quartier, va bien. La sensibilisation, l'éducation à la santé mentale et la reconnaissance des conséquences de l'ignorance ou de la minimisation des problèmes non traités deviennent alors essentielles. Ce sont ces histoires dont nous allons continuer à parler. Oui, et je sais que certaines ont déjà été abordées dans cette émission. Je pense à des personnes comme Laura Williams, dont le frère disait qu'elle soutenait toujours son fils, même s'il se disputait parfois sur ses choix de vie, et simplement le danger de vivre à la maison avec quelqu'un qui pourrait avoir un problème de santé mentale non diagnostiqué. Peut-être, vous savez, on ne sait pas, et malheureusement, on ne saura jamais vraiment à quel point. Je pense aux connaissances qu'il avait sur les problèmes de son fils. Il y a ça, et je sais que je te l'ai transmis. Ce site de colocataire qui est comme Tinder pour les colocataires. Si tu cherches un colocataire. Et puis il a ce profil ici et rien que la description, c'était beaucoup à assimiler.
Je pense que tu peux voir, à mon avis non professionnel, que quelqu'un a des difficultés ici. C'est peut-être de la maladresse sociale. Il a parlé de l'utilisation du cannabis, et c'était vraiment la seule chose, tu sais, une sorte d'automédication avec le cannabis. Grand passionné de jeux vidéo, qu'en retiens-tu? Tu sais, si tu cherches un colocataire, et puis c'est cette description-là. Je veux dire, c'est certainement quelque chose qui te marque. Ce qui m'a frappé, c'est le dernier paragraphe, lu après avoir entendu parler du crime, quand il parle du fait qu'il aurait pu continuer pendant des pages et des pages. Et puis, il dit à son public, vous pouvez arrêter de lire maintenant. J'ai presque eu l'impression de ressentir une sorte de vide, une forme de solitude et d'insécurité. Ça m'a vraiment marqué. Je l'ai trouvé très bavard dans les paragraphes précédant le dernier paragraphe. Je me demandais si mon fils voulait un colocataire et me demandait Maman, tu penses quoi de ce gars? Je dirais que ce gars-là a l'air de quelqu'un qui ne va pas bien. Et encore une fois, j'ai lu ça après avoir entendu parler du crime, mais ce sont des choses qui arrivent quand on n'est pas éduqué sur la santé mentale. C'est mon métier, tu vois? Et il y a encore des choses que je peux ne pas voir. Mais ce que j'ai ressenti en lisant sa description de lui-même, c'est qu'il me donne l'impression d'être quelqu'un qui n'a absolument aucun sens de soi et aucune valeur. La façon dont il s'adresse à son public, vous pouvez fermer le profil ou passer à la page suivante. C'est presque comme si tu n'étais pas juste une page sur un site web, tu es une vraie personne. Oui, non, et c'est un très bon point. Parce que, tu sais, ton point précédent à propos de malheureusement, nous avons vu des tireurs de masse dans les écoles, ce qui rend ce crime très différent. Mais il y a ce genre de j'ai l'impression, on revient souvent aux jeunes hommes dans la vingtaine, chaque génération ayant ses propres défis. Mais cela revient très souvent. Voyez-vous, c'est, je suppose, parallèle dans ce cas. Peut-être simplement avec évidemment une violence qui surgit apparemment de nulle part. Un homme dans la vingtaine, et puis ce vide, il semble qu'il est... C'était presque comme si ce site de colocataire était, je ne sais pas si c'était un appel à l'aide, mais on aurait dit que c'était quelque chose où il disait, voilà tout ce que vous devez savoir sur moi. D'accord, pas ça de choses. Oui, ça ressemblait un peu à un appel à l'aide involontaire, et c'était aussi comme un de ces appels à l'aide très subtils. Donc, la plupart des gens ne vont pas le lire et se demander Oh, est-ce qu'il va vraiment bien? Les gens vont juste le lire et dire Oh, je ne crois pas vouloir vivre avec quelqu'un comme ça, même sans remarquer les signes. Ce que je te dirais, c'est que je travaille avec des personnes qui ont des enfants qui ont à peu près l'âge de commencer, vers 7, 8, 9 ans. Certains signes évoqués à propos de Sébastien, je les observe aussi chez des enfants de 10 ou 11 ans. Colère, accès de rage, manque de sens de soi, divers traits similaires. J'espère vraiment qu'ils examineront cela attentivement lors de l'évaluation de Sébastien. Il se peut qu'il n'ait jamais eu de problème, qu'il n'ait jamais reçu de diagnostic, mais avec le recul, y avait-il des signes avant-coureurs? Je pense que s'il parle à d'autres personnes de sa famille qui le connaissaient, j'espère qu'on découvrira quelque chose. Encore une fois, c'est une de ces histoires déjà arrivées. Pour lui, on a l'impression qu'il est trop tard. Mais il n'est pas trop tard pour la prochaine personne qui est assise chez elle, qui pense à faire quelque chose comme ce que nous venons de voir avec Sébastien. Peut-être qu'on pourrait empêcher cela pour quelqu'un d'autre à l'avenir. Non, c'est un très bon point, parce que trop souvent, on se retrouve à parler de ce genre d'histoire, des signes avant-coureurs et tout ça. Et encore une fois, il est peut-être trop tard pour lui, mais j'espère que quelque chose dans cette histoire pourra servir de signe d'alerte pour les membres de la famille, les communautés. Comme ces cas continuent de se produire, Sherry Botwin, ce fut un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Merci pour votre analyse. Travailleur social clinicien agréé et expert en traumatologie, heureux de vous parler. Merci. C'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.